Bien, parfait. Alors, Oui, bonsoir. on va peut-être commencer tranquillement. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 8e club Viznao. Nous sommes le 24 octobre et le principe, vous le connaissez, comme chaque fois. On va commencer par une première partie avec la revue de presse et ensuite on aura 2 cas d'usage. Donc, je me présente, je suis Vincent Lacombe, expert comptable et je suis également auditeur. J'ai une appétence sur les sujets de data et d'intelligence artificielle. Et donc, c'est toujours un grand plaisir de participer à ce club pour partager ces connaissances avec vous et avoir vos retours d'expérience sur la data sur Power BI. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie, alors j'anticipe un tout petit peu, d'être en compagnie de Benjamin Deville. Bonsoir Benjamin, et je te laisse dire quelques mots. Donc je suis manager en audit informatique et j'ai également une appétence en fait sur la partie data. Et j'ai pour histoire participé un petit peu à la bêta test de Viznao, qui est à l'origine de ce club. Et tu étais d'ailleurs également sur la 5e réunion au tout début de l'année 2024. Je crois elle est en replay. J'ai Voilà. participé à quelques réunions, effectivement. Parfait. Et alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Éléonore n'est pas avec nous. Malheureusement, elle a des problèmes de santé, donc on lui souhaite un prompt rétablissement Ah, mon son et, mauvais. et de revenir Pardon. le plus rapidement possible dans le club. Donc, on va essayer de suppléer en son absence. Voilà. Alors, le club Viznao, pour vous donner très rapidement le contexte, c'est un club qui a été qui a été créé à l'initiative de la CRCC de Paris, qui a créé l'outil Viznao. Nous avons donc sur cette diapo les principales parties prenantes. On salue d'ailleurs Pierre qui est derrière les manettes pour organiser ce webinaire et on le remercie pour son travail. Donc, le club Viznao, le but, c'est de montrer comment on peut utiliser Viznao, qui est le template Power BI de la CRCC de Paris, template qui est donc mis à disposition des commissaires aux comptes inscrits et qui permet de facilement exploiter un FEC sans forcément être un programmateur sur Power BI aguerri. Donc, ça nous fait gagner du temps. Donc, l'idée, c'est de promouvoir l'utilisation de Power BI et d'élargir avec d'autres cas d'usage autour de la data, autour un peu de l'IA. Donc, certains d'entre vous ont déjà participé à ce club. On dénombrait plus de 800 inscrits sur Viznao il y a quelques mois, plus de 200 personnes formées. Voilà, donc les objectifs du club, c'est de découvrir et partager. D'ailleurs, certains cas qui ont été montrés lors des précédentes réunions avaient été suggérés par des participants. Donc, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux ou par mail à nous dire, voilà, ça serait intéressant d'évoquer tel point. Développer de nouvelles compétences techniques et participer également à l'évolution de Viznao, puisque les suggestions que vous pourriez avoir pourraient tout à fait permettre d'améliorer l'outil à l'avenir. Et puis, rencontrer et développer son réseau. Alors, c'est vrai qu'on est en webinaire, mais je pense j'espère en tout cas qu'on pourra organiser des réunions en présentiel très rapidement. Voilà. Alors, tout au long de cette réunion, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, à poser vos questions et on fera de notre mieux pour y répondre. Et puis, sans plus tarder, on va commencer par la partie actualité. Et je vais vous faire ma revue de presse habituelle sur 5 articles qui ont retenu mon attention au cours des derniers mois. Le premier article, alors c'est pas vraiment un article, c'est une annonce qui a été faite au congrès, donc à Marseille, au congrès des experts comptables. Ils ont annoncé en fait la sortie du Data Lake, ou plus exactement du Lake House de la profession, qui s'appelle La Source.
Et donc, ce Data Lake, vous avez le lien en bas à gauche de l'écran pour essayer. Donc, c'est ouvert à tous les experts comptables inscrits. Et vous allez avoir 3 services. Un premier outil qui est un diagnostic FEC. Donc, on va déposer le FEC et on va avoir des indicateurs, des alertes. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à VizNow, mais c'est quand même pas la même mise en musique. On n'est pas sur de la data visualisation. Il y aura un deuxième outil sur l'impact durabilité. Donc, c'est un sujet très en vogue, surtout en commissariat aux comptes. Et puis, un troisième volet qui s'appelle Jeu DataVis initial. Jeu DataVis étant l'une des solutions d'ECMA. Et on aura donc sur le site de la source une version simplifiée de Jeu DataVis qui sera mise à disposition gratuitement aux experts comptables. Donc, c'est une première pierre dans les projets de l'ordre sur tout ça, en sachant également que l'un des outils de l'ordre qui s'appelle Image PME, qui permet d'avoir des données sectorielles, fait partie intégrante de ce dispositif. Et Image PME n'est pas nouveau, ça existe depuis maintenant quelques années. La deuxième actualité, c'est un cahier que le Lab 50 a publié. Donc, je le montre à l'écran, le voici. Donc, c'est un petit cahier d'une 40aine de pages sur l'intelligence artificielle. Donc, le Lab 50 l'a conçu avec la CRCC de Paris. Et c'est un cahier qui comprend plusieurs éléments explicatifs sur l'histoire, sur des chiffres clés autour de l'IA, et qui contient plusieurs essais, si on peut dire, ou tribunes qu'ont signé des spécialistes, des intervenants lors des dernières conférences du Lab 50. Et notamment, alors je vais en citer 2, mais je vais faire des malheureux parce que les autres sont très intéressantes. Mais il y a un article sur l'impact de l'IA dans l'audit qui a été écrit par Serge Jablonski. Donc ça vous concerne au premier chef, je pense. Et puis, un article sur les enjeux de l'IA pour les cabinets d'expertise comptable et d'audit de Jean-Laurent M. Liénard. Donc, ces 2 articles méritent, je pense, d'être lus tout autant d'ailleurs que les autres de ce recueil. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le lien qui est en bas à gauche, le lab50.fr. Ensuite, une troisième actualité. Alors, cette fois-ci, on va partir aux États-Unis dans un magazine, une publication mensuelle américaine des CPA, des équivalents d'experts comptables aux États-Unis, donc Journal of Accountant. Dans le numéro de ce mois-ci, ils ont signé un article pour expliquer l'utilisation de Power BI et de l'IA pour procéder à des analyses de causalité. Et je trouvais l'article intéressant parce que il souligne l'approche méthodologique de l'utilisation de Power BI, tout en montrant comment en fait on va pouvoir déceler des liens de cause à effet quand on va analyser des données. Et puis l'importance de ces outils de data visualisation, de visualisation des données pour détecter des tendances, pour identifier des anomalies, faire des hypothèses, etc. Et ce qui est assez enrichissant dans l'article, c'est qu'ils utilisent un exemple fil rouge et ils vous montrent 3 visuels parmi d'autres qui sont pertinents. Un visuel d'arbre de décomposition, un visuel de narration intelligente et un visuel d'analyse. Donc, ça donne un petit peu un exemple sur des visuels peut-être un peu moins courants, sauf être très aguerris sur l'outil et la façon de les utiliser. Alors, il y a une question dans le chat, pourra-t-on avoir le support de formation? La réponse est oui, ça sera mis en place sur le groupe LinkedIn du club. Un 4e article, les erreurs possibles dans la prise de décision fondée sur les données. Alors là, c'est un article beaucoup moins technique qui est paru dans la Harvard Business Review au mois de septembre et qui, à mon sens, souligne les dangers d'une mauvaise utilisation des outils autour des données ou de prendre pour argent comptant des rapports qu'on pourrait lire.
En fait, ils mettent en exergue 5 cas de mauvaise utilisation. D'abord, croire qu'une corrélation est une causalité. Et ils citent un exemple dans lequel, en fait, eBay a découvert que leur publicité ciblait déjà des clients existants et que, en fait, l'effet de ces publicités était quasi nul vu qu'ils n'allaient pas sur des prospects. Un deuxième danger, utiliser un échantillon trop petit, ce qui ne permet pas de mettre en perspective les données et d'en tirer des conclusions. Un troisième exemple de mesurer les mauvais indicateurs, et il y a une formule qui est assez illustrative, c'est qu'ils disent c'est pas ce qui est facile à mesurer n'est pas toujours ce qui importe vraiment. Donc, il faut vraiment, je pense, quand on conçoit des rapports Power BI, toujours s'interroger sur la pertinence des indicateurs qu'on va utiliser parce qu'il y en a énormément, on a l'embarras du choix, mais il va falloir cibler ceux qui ont de l'intérêt. Un quatrième danger, une généralisation excessive. Donc, ce qui est valable pour un secteur n'est pas forcément transposable à un autre. Et puis, un dernier danger, c'est d'accorder trop de poids à un résultat unique. Donc, on nous incite vraiment à multiplier des sources, à diversifier les approches pour éviter les biais. Donc, moralité de cet article, finalement, prenons le temps de nous poser les bonnes questions et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de données qu'elles ont de la valeur et on dit qu'une donnée brute ne permet pas de prendre une décision. Et puis, un dernier article, alors c'est plutôt un rapport, alors qui n'est pas tout récent, il date de 2020, mais j'ai quand même voulu le ressortir ce soir parce que je pense qu'il a tout son sens aujourd'hui. Et c'est un article qui a été établi par les CPA canadiens, les experts comptables canadiens, sur l'audit data-driven, donc l'audit orienté par les données, et l'impact de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Donc, dans cet article, on va retrouver plusieurs tendances de fond qui étaient valables en 2020 et qui le sont encore aujourd'hui en 2024, sur l'automatisation des tâches répétitives, sur l'amélioration de la qualité des audits, sur la transformation du rôle des auditeurs. On va avoir de nouvelles compétences en data science, en analyse de données, des profils un peu comme Benjamin d'ailleurs, qui sont très appréciables dans les cabinets. Et puis, les dangers liés à la confidentialité et à la qualité des données. C'est vrai, encore une fois, que si les données ne sont pas fiables, si elles ne sont pas vérifiées, on ne pourra pas en faire grand-chose ou on risquera d'en faire une mauvaise utilisation. Donc, voilà sur les exemples, sur la petite revue de presse que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y a des réactions dans les commentaires ou Benjamin? Petit aparté, en fait, alors, nous, par exemple, dans mon cabinet, on met en place sur quelques... Alors, c'est vrai qu'on t'entend un petit peu de loin, ton micro. Désolé, alors là... J'ai l'impression que c'est le micro de ton ordinateur qui capte et pas le micro-casque. Possible, pas possible, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ça marche pas? Non, c'est toujours pareil. Dis-moi. Toujours pareil. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? On t'entend, mais un peu de loin. Merde. Non, c'est mince, c'est mince. Bon, je vais me rapprocher, je ne sais pas ce qu'il y a. On va essayer comme ça. Est-ce que ça fonctionnait? Oui. Donc, tu voulais réagir sur la revue de presse? En fait, je disais que sur l'approche data-driven, on la met en place, nous, au cabinet. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les retours qu'ont les clients. Les clients, lorsqu'on met en place ce type d'approche, ils deviennent de plus en plus concernés sur les recommandations qu'on peut émettre, je trouve. Après, Vincent, là, tu me dis si c'est le même sentiment que tu as, mais concrètement, l'idée, c'est de se dire que la première année, lorsqu'on a une approche data,
finalement, on va commencer à parler un autre langage, un langage similaire au DAF, qui est un langage auquel il est habitué, ou même au président. Et finalement, on parle business. Et sur l'aspect business, c'est à partir de ce moment-là où il va commencer à apprécier de plus en plus nos recommandations. Il va commencer même à finalement à nous ouvrir de plus en plus sa base de données pour commencer encore à continuer d'obtenir plus d'informations, plus de data et essayer d'avoir de plus en plus en fait une grosse approche bien plus centralisée au niveau de la donnée que l'on pouvait avoir auparavant. Ouais, c'est vrai que quand on prend goût à la data, ça débouche sur d'autres demandes, des missions complémentaires potentiellement, mais il faut arriver à capter l'attention du donneur d'ordre. C'est complètement ça. Très bien. Là, Alors, je présume que c'est toujours mon micro PC qui fonctionne, c'est ça? ça va à peu près, hein. Ok. Alors du coup, Benjamin, je crois que tu nous as préparé un super cas et je vais te laisser Laissez la la main. parole et la main. Ok, c'est moi qui présente. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, Alors, le cas d'usage. Le cas d'usage, en fait, aujourd'hui, finalement, c'est sur les différentes API et ce que l'on peut faire avec Power BI. Concrètement, le but, c'est d'aller aujourd'hui récupérer des données publiques pour essayer d'évaluer les procédures collectives en cours sur certains de nos clients. Concrètement, là encore, plus factuellement, c'est à partir d'une liste de sirènes définie, on va essayer de récupérer comme information si, oui ou non, il y a une procédure en cours chez ce client. Et on va le faire de manière automatisée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des tests de détail au sein de nos clients, ça peut être un peu fastidieux. Et concrètement, mettre un junior dessus, ça peut finalement, il va passer sa journée à aller récupérer des informations, alors que factuellement, il y a actuellement l'INPI, il y a le BODA qui a mis en place des API pour aller directement consulter leur base. Alors, je partage un petit peu les slides qui sont ici. Et étant donné que je ne vois plus le chat, Vincent, tu me dis si oui ou non. Il y a des questions. on voit d'accord. Parfait. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Alors, je masque ceci. Alors, le cas d'usage, c'est ce que je vous ai dit. Finalement, c'est la partie validation des provisions clients à partir de bases de données publiques. Et aujourd'hui, la base de données sera le BODAC. Donc, j'ai ciblé ça en 4 étapes et en fait, le but, c'est de faire une petite guide méthodologique pour réussir à comprendre une API et réussir à automatiser un modèle. Okay, donc finalement, c'est l'étape 1, c'est comprendre un petit peu comment va fonctionner l'API. L'étape 2, c'est la création d'un petit modèle de base sur lequel on va essayer de s'appuyer, excusez-moi. Le troisième point, ça va être l'automatisation, puisqu'une fois qu'on a créé le modèle, le but, c'est d'envoyer une routine sur le cas présent sur chacun des sirènes, faire le même test sur chaque sirène. Et après, le quatrième cas, c'est le standard, c'est concrètement la création de tableau de bord. Alors, la compréhension de l'API, c'est l'étape 1. On vous a mis, alors normalement, vous allez avoir accès à tout le support, vous allez pouvoir vous amuser après à le refaire pas à pas, il n'y a pas de sujet. Hop. Je vous ai remis la source. Concrètement, l'API du BODAC ressemble à ceci. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà consulté ou pas du tout. En fait, il y a 5 petites interfaces. C'est la première, les informations avec les dates de modification de l'API en elle-même et les derniers traitements pour savoir si oui ou non la base de données est à jour. Ici, on voit que en l'état, nous sommes à jour sur la partie données. C'est 23 octobre 2024. Bon, c'était hier. Tout va bien. La partie tableau, ce qui est plutôt sympa, c'est l'aperçu un peu en mode fichier plat, en mode Excel de ce que l'on pourrait voir dans l'API. Les analyses, c'est quelques analyses qu'ils peuvent vous faire. Après, la partie lien export, ça, on peut toujours télécharger tout le jeu entier pour simuler des analyses, mais concrètement, la problématique est que si on télécharge l'ensemble des données, est-ce que c'est pertinent de conserver X millions de lignes dans un fichier pour ensuite lancer des analyses? Pour moi, je ne trouve pas. Après, c'est à vous de voir. Et donc là, maintenant, finalement, la petite console de l'API, la petite console qui figure, qui en fait s'apparente à ceci, on a l'espace un petit peu requête
qui permet de voir un petit peu et de requêter l'API et en fait l'espace résultat pour voir directement l'incidence que cela peut avoir. Et à gauche, parce que finalement c'est un modèle un peu standard que la République française a mis en place, que l'État, ils ont essayé de vous mettre du presse-bouton pour essayer encore plus de simplifier la compréhension de l'API et le filtrage de l'API. Ici, en fait, on voit qu'elle se génère en mode publication à vie BC, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est finalement la partie famille à vie. Pourquoi? Parce qu'on recense en fait toutes les différentes modalités standards qu'on peut avoir au BODAC. Pour ce cas précis, on va récupérer les procédures collectives. Et en fait, on voit directement qu'il a commencé en fait à mettre un critère, et en fait, on le voit au niveau du résultat. Finalement, on a directement un aperçu des différentes résultats qu'on pourrait avoir. Et ce qui est sympa également, c'est qu'il vous met en place aussi la petite URL pour directement aussi consulter la donnée. C'est en mode format JSON, et donc finalement, c'est un format assez moche. Pour autant, normalement, on va le mettre plutôt sur une version standard dans ce cas-là, c'est qu'il ne veut pas. Voilà. Elle ressemble à ça. Ça, c'est une version un peu, je trouve, lisible pour certains, illisible de l'autre. Pourquoi je dis lisible? Parce que finalement, il faut être plutôt familiarisé avec un peu le langage de données pour voir un petit peu comment on peut requêter cela, comment on peut sortir des informations. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'utiliser soit deux méthodes. Soit on arrive à tout lire, à tout retranscrire, soit on va utiliser en fait finalement, on pourrait très bien imaginer de consulter en fait une IA générative, donc de type ChatGPT, et c'est ce que nous allons faire. Juste après, alors, on redescend tranquillement les slides, comme ça je regarde si je n'ai rien oublié. Donc la consultation, donc la compréhension de l'API, ça c'est ce que nous avons fait. Je pense que, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà eu l'habitude d'utiliser une API, mais finalement, en fait, c'est à ce niveau-là. C'est le where, c'est la condition du si sur Excel. C'est ça qui va véritablement vous aider et vous permettre de conditionner la sortie de la requête. Okay. Donc, une fois qu'on a vu ça, donc la partie analyse du dataset, ça, on en a parlé. Et donc, finalement, on va se demander, ici, dans ce cas présent, est-ce que dans cette dataset, on va pouvoir récupérer le sirène et la typologie de la procédure collective? Pour ça, en fait, on a deux moyens. Soit, c'est ce que je vous ai dit, soit lire cet aspect un peu moche de la donnée, soit directement aller voir le tableau et essayer de retrouver les informations, ou alors, on se dit, on est un petit peu feignant, on va essayer de capturer, excusez-moi, n'importe quoi. Alors, hop, que je ne me plante pas, personne, tac, nickel. On va essayer de récupérer, par exemple, cette partie-là, j'essaie de zoomer, un premier résultat, qui est ici. Hop, et on va demander à ChatGPT. On va lui demander, au sein d'une base de données de ce type, peux-tu identifier ou m'indiquer la rubrique où le sirène de la société apparaît et ainsi que le niveau de la procédure, tout simplement. Il faut une version payante pour faire ça de ChatGPT. La question est plutôt simple à répondre. Pourquoi? Parce que je suis en navigation privée. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas connecté. Voilà. Donc, finalement, on en pure... On peut le faire avec ChatGPT gratuit. Exactement. Exactement. Et c'est un petit peu le but de tout ça, c'est de vous dire que finalement, il ne faut pas s'embêter, faire par moment. Hop, on lui dit, au sein de cette base de données, une base de données de ce type, peux-tu identifier la rubrique? Et donc, là, finalement, il va vous dire que ce n'est pas possible de le récupérer sur la partie sirène. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne. La première liste, c'était une liste de personnes. Mais pour autant, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est redescendre un petit peu, en sélectionner une autre, et il va vous retrouver en fait. C'est ce que je vous ai mis en fait à ce niveau-là. Moi, j'ai eu un cas spécifique où en fait, il me disait la base de données du sirène, en fait, c'est ce que je vous disais, boum,
le sirène, en fait, se retrouve dans la partie registre, sous cette forme-là. Cela, c'est le numéro d'identification de l'entreprise concernant le niveau de la procédure. Celle-ci apparaît dans la rubrique jugement. Et ensuite, elle est en fait directement dans 2 sous-rubriques de la partie jugement, famille et nature. Et en fait, si on regarde, par exemple, si on essaie de regarder dans le détail pour ce sirène la réponse, c'est ce qui est ici, en fait, on peut essayer de voir au cas par cas ce qui en ressort. Donc, soit on va faire un si, le registre égale le sirène, ou alors, tout simplement, on va utiliser une fonction standard pour une API, c'est recherche-moi un résultat dans lequel j'ai noté le sirène. Pour ce cas, en fait, je vais carrément utiliser, excusez-moi, un sirène, la fonction search, tout simplement. Je trouve que c'est plus simple, comme ça on ne s'embête pas. Hop, search, le sirène. On appuie sur Entrée et en fait, il a directement trouvé. Il a trouvé 2 résultats. Les 2 résultats, ils sont là. Et concrètement, en ce format, il nous indique, on retrouve bien une procédure collective, le registre qui est ici. Et après, en fait, il va nous dire, on va regarder la rubrique qui nous indiquait, la rubrique jugement, qui est ici. Et ensuite, ChatGPT nous indiquait que dans la partie rubrique jugement, il y avait la partie famille, qui était jugement de clôture, et il y avait une partie nature. Et en fait, il y avait finalement toute la procédure complète en fait, qui était à jour, qui était actuelle. Et donc, si on lit bien, on a la famille jugement de clôture, et donc la nature qui se retrouve ici, jugement de clôture pour insuffisance d'actifs. Et c'est finalement ça qu'on va essayer de récupérer aujourd'hui. Alors, une fois qu'on fait ça, on est tout heureux. On se dit, OK, on sait à peu près comment récupérer le sirène d'une API. Maintenant, il va falloir se dire, comment on fait pour le mettre dans Power BI et pour automatiser ça. D'où l'étape numéro 2, création du modèle. Alors, pour créer un modèle, en fait, avec API, alors ça, on vous a présenté un premier cas dans les tout premiers Club Now. Et c'était Vincent qui vous avait proposé en fait la récupération, alors de mémoire, c'était les taux de change, je crois. Il y avait eu l'API Yahoo Finance pour Exactement. le premier, qui permettait d'avoir les valorisations, les cotations boursières de titres. Et sur le deuxième Club Now, si je ne me trompe pas, on avait montré l'API Banque de France. Exactement, il y avait toute la partie Enfin, Banque pas de France l'API, les cours Banque de France. Voilà. Pour récupérer en fait le taux de devise, le taux de change. C'était ça. Donc là, on continue. Et donc finalement, c'est la même chose, c'est que finalement, on va ouvrir un Power BI que j'ai ouvert pour l'occasion, qui est sans titre, qui n'est sans rien. Ici, je n'ai rien dedans, comme on peut le voir pour l'instant. Et donc, on va aller directement, on va essayer de renseigner ce site, tout simplement, c'est ce que je vous ai indiqué ici. On va inscrire l'URL, donc l'URL qui est ici. Hop. Tac. Non, c'est pas celle-là. Hop. La pratique. Accueil. Ouvrir une base de données. Web. Allons-y. URL de base. OK. Il va charger. On patiente. On patiente toujours un petit peu avec Power BI. C'est toujours un enfer au départ. Et donc là, on se retrouve finalement, on revoit en fait la réponse que nous donnait l'API. Elle a été connectée directement dans Power BI. Donc une fois qu'on a fait ça, on est tout content. Et là, c'est à partir de ce moment-là où on va commencer à un petit peu nettoyer et à cleaner le modèle. Pourquoi? Parce que le but est de conserver uniquement les informations que l'on souhaite. Là, on le voit, il y a 35 colonnes. Et le plus simple, c'est d'en conserver les 4-5 qui nous paraissent les plus pertinentes. Alors, après analyse de la base, moi, ce que je vous conseille, c'est finalement de conserver la partie ID de l'annonce. Pourquoi? Ça permet de conserver cette petite piste d'audit. Et en fait, on a directement l'ID du BODAG. Donc, on va pouvoir récupérer, si besoin est, l'information, le code
le code de la procédure selon le BODAC. Et on pourra directement montrer au client, bon, bah, vous voyez ce client-là, bon, bah, c'est le BODAC là sous cette ID-là. Vous pouvez directement chercher sur Internet et vous retrouvez l'annonce qui a été publiée. La date de parution, parce que c'est ce qu'on peut voir ici, en fait, la date de parution, ça va nous servir à filtrer uniquement la dernière procédure, c'est-à-dire celle qui est toujours en cours. Pourquoi? Parce qu'on va éviter de retrouver en fait les 18 procédures qui peuvent exister. On prend vraiment que la dernière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle qui est la plus récente. Le nom du commerçant, là j'ai mis juste par esthétisme parce que je préfère bien souvent avoir le nom du client lorsque je parle à un DAF. Dire que c'est monsieur machin, c'est le clientant qui pose problème et pas le numéro sirène à un tel. Là, c'est purement esthétique, il faut l'avouer. De l'autre côté, c'est la partie jugement. La partie jugement qui, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est elle qui intègre finalement la nature de la procédure collective. Pour ce faire, en fait, c'est assez simple. On va sélectionner les différentes colonnes. Hop, la date de parution. La date de parution, ensuite, j'ai dit qu'on va garder le numéro du commerçant. Puis après, la partie jugement. La partie jugement est ici. Une fois qu'on les a sélectionnés, on clique droit et on supprime tout le reste. On fait un peu d'esthétisme toujours parce que j'aime bien cela. On met ID, on enlève la partie date de parution parce que on met hop, date de parution, on met commerçant, c'est toujours sympa. Et ensuite, ici, on va s'attaquer à la partie jugement. C'est l'objectif de la slide suivante, c'est de vous présenter un peu les colonnes en format JSON. Les modèles, en fait, en format JSON, ils sont assez détectables. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous le voyez ici, c'est des formats entre crochets. Et en fait, ces formats-là, au début, on peut se dire que c'est chiant, c'est très embêtant et contraignant de récupérer une information dedans, mais en fait, pas du tout. Vous avez une formule dans Power BI qui vous permet en fait de jouer cette colonne, ce jeu d'informations, comme une base de données, comme une table de données. C'est ce qu'on vous a soumis ici. Il y a une petite formule qui existe. En fait, c'est JSON.document. Alors, on y va, on dit ajouter une colonne, colonne personnalisée. On va l'appeler jugement. JSON.document. Il le retrouve. Et là, on va mettre entre parenthèses directement la colonne que l'on souhaite qu'il retraite. Et donc, il crée une petite colonne jugement. Et en fait, toute cette partie-là, vous avez vu que maintenant, on l'a en format record. Le format record, ça veut dire que finalement, c'est une base de données maintenant. On entre dedans. Et comme une petite table, il va nous dire, finalement, qu'est-ce que vous voulez récupérer à l'intérieur? On vient de regarder, on a regardé l'API, on se dit qu'on ne va pas tout développer, ça ne sert à rien. J'ai enlevé le préfixe parce que si on garde le préfixe, la table va s'appeler jugement.nature. Donc, je la décoche automatiquement juste par réflexe. Et finalement, là, nous, on ne souhaite que la nature. Le reste, concrètement, on a soit les informations, soit on juge l'information non pertinente. On clique dessus et boum, on a récupéré directement la nature. Ça évite, en fait, ce type de format-là. C'est beaucoup plus sympa et c'est plus simple pour récupérer la donnée. Parce que le fameux, on fractionne, on va récupérer des éléments. Selon la nature de la base de données, ça peut devenir un peu chiant et ça peut devenir un peu fastidieux. Une fois qu'on a fait ça, on supprime cette colonne puisqu'on n'en a plus besoin. Donc là, on se retrouve finalement avec l'ID, la date de parution, le commerçant et finalement la nature du jugement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de récupérer à chaque fois le filtre chronologique, la plus récente. OK? C'était le petit truc en plus. Je pense que j'ai un peu anticipé la slide parce que normalement, c'était l'objectif de la slide juste après. C'est ce qu'on voit là. On pense toujours à filtrer pour avoir la partie date de parution en dernier, finalement. Et une fois qu'on a fait tout ça, on se dit que, OK, ça, c'est un petit peu moche. Je fais le test ou modèle. C'est notre modèle, en fait, finalement. On a réussi à créer une API, un code API, directement à partir d'un sirène. On peut récupérer le nom, la date de parution et la nature en fait, de la procédure collective.
Maintenant, on va passer finalement à ce qu'on veut faire, à l'automatisation du process. Pour automatiser le process, finalement, ce n'est pas si compliqué non plus. Et alors, tac, qui est juste ici. On se dit que qu'est-ce que l'on veut faire varier dans l'API? Dans l'API, ce qu'on veut faire varier, c'est simple, c'est le sirène. Pour gérer ce genre de choses, Power BI, en fait, pour lui, il faut l'intégrer comme un paramètre. En gros, ça va devenir un paramètre de la fonction, donc il faut l'identifier en tant que tel. Pour gérer les paramètres, normalement, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Alors, il faut créer un nouveau paramètre sirène. Et donc, les paramètres sont dans les accueils, gérer les paramètres, nouveau paramètre, nouveau, sirène. Tac. Valeur suggérée, on va lui suggérer quand même, on va lui dire plutôt le type, on va garder le type texte, parce que c'est toujours plus simple d'avoir un type texte. Et en fait, ici, je vais essayer de conserver le même numéro de sirène que j'ai appelé. Et j'ai appelé quelle sirène? Je ne m'en souviens plus. Celui-ci. Tac. Valeur actuelle. Let's go. Donc, on a défini sirène comme paramètre. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est OK, maintenant que j'ai fait ça, je fais quoi? Et bien, en fait, c'est là le petit truc sympa, c'est qu'il va falloir essayer de comprendre comment fonctionnent les URL d'API. J'ai essayé de le faire, c'est un peu visuellement moche, mais c'est assez pratique. Pourquoi? Parce que le but était de vous redécomposer l'URL. Une URL d'API, généralement, c'est l'API, on va appeler l'API, les datasets, etc. Et après, on va regarder où sont les conditions. Les conditions, on les a vues, c'était finalement à partir du where. Et en fait, quand on regarde l'URL, c'est where search, on retrouve la formule que j'ai passée. Les pourcentages 22, généralement, c'est pour les caractères spéciaux. Ici, on retrouve notre petit sirène qu'on avait indiqué. Et après, on a le reste en fait, du filtre de l'API, parce qu'en fait, l'API limite à 20 requêtes, 20 requêtes d'affilée, enfin 20 résultats affichés, pourquoi? Pour que ce soit plus rapide. Et ensuite, il va essayer de retrouver, en fait, finalement, il va mettre une condition ici pour que la famille à vie, en fait, ce soit la procédure collective. Et là, on voit plein de pourcentages assez moches, mais c'est juste des caractères spéciaux qui ne passent pas en format URL. OK, une fois qu'on a fait ça, finalement, on se dit que, finalement, nous, tout ce qu'on doit faire varier, c'est ce sirène-là. Pour ça, on va aller directement, on va aller modifier l'URL de base, de source de données. Je ne sais pas si j'en ai perdu encore quelques-uns actuellement, mais j'espère pas. Pour modifier les sources de données, en fait, on va ici, on va dans le JSON de base, et on ne va pas passer par le JSON de base. Nous, on va aller directement dans les avancées. Pourquoi? Parce que le but, c'est de se dire, on va couper ça en 3, on va couper l'URL en 3, on fait URL de l'API, mon paramètre sirène, fin de l'URL de l'API. C'est exactement ce qu'on va écrire. On va ajouter une troisième partie, et on va couper à ce niveau-là, et on va terminer l'URL ici, et en fait, cette partie-là, c'est le sirène, on la supprime, et au milieu, on va lui mettre un paramètre, qui est le seul qu'il connaît, c'est le sirène. Et OK. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde à la fin. À la fin, on retrouve bien l'étape appliquée, il y a bien un retour. Ça veut dire que finalement, en ayant coupé l'URL, il a bien retrouvé la même valeur. Donc, ça veut dire qu'on commence à être bon, on commence à être plutôt pas mal au niveau de l'automatisation. Maintenant, il faut se lancer. Et pour se lancer, il y a une deuxième étape qui est un peu critique, c'est la partie, OK, on a un modèle, mais maintenant, il faut le transformer en fonction. Donc, en fait, appliquer cette fonction à chacun des sirènes que l'on souhaite. Pour ça, c'est... En fait, il faut le savoir. Il faut directement récupérer la requête de notre modèle. La requête de notre modèle, c'est quoi? Alors, on rentre un peu dans le détail, mais la requête d'un modèle, c'est le code de notre modèle. C'est en allant dans l'éditeur avancé, on récupère tout le modèle. Tout simplement. Ici, c'est le langage codé que l'on ne voit pas, mais c'est en bac, ça, on les a. Et donc, on va lui dire qu'on va récupérer une requête, on va l'intégrer en tant que telle. Tac. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai mis ici.
pour essayer de transformer un modèle en fonction, c'est l'aide source, le paramètre que l'on veut appliquer. Et ensuite, le code de notre modèle après est une source. Aussi simple que ça. Donc, en fait, désolé pour chacun, je sais que c'est un peu embêtant, un peu contraignant. C'est quelque chose qu'il faut savoir. En fait, il faut juste savoir que ça existe comme ça, c'est comme ça. Une fois que vous le savez, pas besoin de réfléchir. On y va et c'est parti en fait. Et une source. On rajoute ça. Ça ne demande pas, en fait, c'est pas complexe. Donc ça ne demande pas de réfléchir. C'est juste, une fois qu'on le sait, on le sait. Et boum, on vient de créer notre requête. Et finalement, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter notre base sirène qui est ici. Je vais la rajouter. Alors, classeur Excel, sirène. Ça ne devrait pas prendre très, très longtemps. Le but, c'était de vous montrer pas à pas un petit peu comment c'était possible, comment il est possible de le faire. Tac. Et nature, ok. Bon, let's go, complet. On l'intègre ça. Donc là, on a finalement toute la base sirène qui a été intégrée. Ah, je n'ai pas connecté la bonne base, excusez-moi. C'est pas censé être l'exemple. Alors, on va le supprimer. Tac. Nouvelle source, partager, sirène. Tac. Et on va récupérer finalement l'exemple que l'on souhaite. Le petit exemple, voilà, avec les sirènes, l'écran sans texte, la dépréciation, tout va bien. C'est ça que je veux. Une fois qu'on a ça, en fait, c'est là qu'on va utiliser la seconde, la troisième plutôt maintenant application. C'est ici, je voulais dire quoi? Ajoutons la sirène, une cinquantaine, et réglons les formats de base. Ajoutons une nouvelle colonne en faisant appel à notre fonction, tout simplement. On va se dire que, OK, maintenant, le but, c'est pour chaque ligne, pour chaque sirène, on va lancer la fonction qui va faire appel à l'API. Pour ça, rien de plus simple, ajouter un modèle, appeler une fonction. Donc, le nom de la nouvelle colonne, dans le support, je crois que je l'ai appelé fonction VisNao. On va l'appeler aujourd'hui, on est au club, on va l'appeler le club, on ne s'embête pas. Requête de la fonction requête 1, sirène, hop, et on laisse, hop, nom de la colonne, bien sûr. On va récupérer, on va faire varier en fait toute notre fonction à partir de la colonne qui s'appelle sirène. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur OK. Il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce que on n'est pas en format texte, bien évidemment. Le modèle a planté, ce qui est normal. Parce que Power BI est super embêtant. Et donc, quand il est super embêtant, ce qu'il fait, c'est qu'il modifie tout ce qu'il veut. On supprime cette partie-là, on le remet en texte. Oui, bien sûr, on va forcer le texte. Moi, je force toujours. Tac. On recommence, on ignore, on envoie. On arrive au temps imparti sur le cas, Benjamin. Pas pour te mettre de stress, mais voilà. Non, mais en fait, j'ai fini là, sur cette partie-là. Ouais. Le but, c'est maintenant un petit peu d'attendre et let's go. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, avec tout ça, tu as travaillé une première fois sur un premier sirène et ensuite, tu vas automatiser sur 20, 30, 50. Exactement. Et en fait, à partir de là. Et gagner ta vie. Exactement. Et en fait, à partir de là, on retrouve l'API, on envoie, on charge tout et c'est fini. Vous avez en fait toute l'API qui vient de travailler pour vous. Tout est automatisé à partir de tous les sirènes. Il vous a retrouvé l'ID, la date de parution et le commerçant. Ici, la problématique, c'est qu'en fait, il y a des erreurs parce qu'elle ne retrouve pas la date de nature, la nature, parce que lorsqu'il n'y a pas de procédure, finalement, la requête envoie une erreur. Donc, en fait, on remplace les erreurs par tout simplement une absence de procédure. Et voilà, tout va bien, c'est fini. Vous avez réussi à récupérer vous avez réussi à créer une petite application pour une liste de sirènes, à récupérer toutes les procédures qui sont en cours pour vos clients. Et donc, à partir de là, vous n'avez plus qu'à aller voir directement
le responsable client, le DAF, et ensuite lui dire moi voilà tous vos clients avec qui vous avez une procédure. Comment vous les avez provisionnés, comment vous les avez anticipés, comment vous avez géré vos règles, et c'est un petit peu le but de tout ça. Et à la fin, une fois qu'on modélise tout ça, on est à ça, on arrive à ça. Vous avez votre petite table super sympa, super jolie. Soit vous l'exportez en format Excel, soit vous y allez directement avec votre VisNow, et puis let's go, hein. Vous y allez. Et à la fin, je suis short content, il y avait un cas numéro 2, mais ça, vous l'aurez directement dans le support, normalement, parce que juste après, c'était la partie tableau de bord, parce que toute cette partie qu'on a fait, c'était la partie cas numéro 2. C'était essayer d'intégrer un modèle pour se dire, ok, on a récupéré les natures de procédures collectives, mais ça, vous allez pouvoir le faire. À partir de là, en fonction de la nature de la procédure collective, on se dit qu'on va essayer d'appliquer un taux de dépréciation pour voir si oui ou non il y a un risque au niveau de la valorisation des créances clients. Pour ça, c'était plutôt assez simple, comme ça j'enchaîne un petit peu. Et vous aurez les supports, vous aurez les fonctions, vous aurez même le Power BI, je crois. Vincent, tu me confirmes, mais généralement, on peut tout à fait. Donc voilà, vous l'aurez, il n'y a pas de sujet, il a été fait pour ça. Donc tout est monté, le but était de refaire après. Ça, vous l'avez déjà vu, mais recréer un petit modèle relationnel. Et après, le petit truc sympa, c'était, une fois qu'on a fait ça, c'est quelles sont les formules pour déprécier, pour créer une dépréciation théorique. Je vous l'ai mis là. Pourquoi du sum, pourquoi du sumx? Pour ça, c'est un truc qu'on a déjà vu en club. C'est simple, c'est le sum, en fait, la fonction sum est un peu contraignante au niveau des totaux, elle donne souvent des choses incohérentes, alors que la sumx, finalement, va recalculer à niveau de chacune des lignes et le total fera bien le total de chacune des itérations. Donc ça, c'est plutôt sympa et ça évite en fait d'avoir un tableau en restitution, un total de tableau qui soit complètement aberrant. Le deuxième cas, c'était la partie related. La partie related, c'est une fonction de recherche. Sur Excel, vous avez recherche V, Power BI a recherche V, mais il a pour les feignants, pour ceux qui ont fait des modèles relationnels, la fonction related, où en fait, on va directement récupérer dans une autre table de données la colonne. Aussi simple que ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous amuser, vous pouvez jouer comme vous souhaitez. J'ai presque dépassé le temps, j'ai beaucoup dépassé le temps, je présume. Mais on va faire en sorte de finir à peu près dans les temps. Mais normalement, en fait, voilà. Parfait. Après, ça devrait plutôt être bon. En tout cas, il n'y a pas eu de questions, donc ça avait l'air d'être limpide, mais on est encore en mesure d'y répondre s'il y en a. Alors, le truc, c'est que je suis conscient que c'était assez rapide, en fait, dans l'idée. Le but, c'était quand même d'avoir un petit cas pratique à vous présenter. Voilà, vous montrer comment fonctionne une API, vous montrer comment le monter avec un Power BI, vous montrer comment automatiser tout le process et également vous donner après accès au support et au Power BI pour essayer de vous aider. Là, je l'ai fait pas à pas. J'avoue qu'il fallait être très concentré. C'est une concentration de 25 minutes, 30 minutes. C'est intensif par moment, sachant qu'on vient tous de terminer sa journée. En tout cas, merci tout de même pour votre écoute. Et si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à les poser, que ce soit via le club ou n'importe quoi, en fait. Je suppose qu'on a une adresse mail, on a plein de choses, en fait. On a le groupe LinkedIn et puis le site clubvisnow.fr. Exactement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis après, je sais que chacun d'entre nous a aussi LinkedIn personnellement. Donc, vous pouvez après vous poser les questions. On essaiera d'y répondre. Il n'y a pas de sujet dessus. Merci beaucoup, Benjamin. C'était un cas très, très intéressant. Je pense que ça peut tous nous concerner dans nos pratiques. Sachant que, là encore, pour déborder encore un tout petit peu, désolé, j'adore avoir la parole. En fait, l'idée, c'est qu'ici, on est sur l'API du Bodac, mais en fait, il y a plein d'API qui existent. L'idée, c'est de vous dire, OK, là c'est pour ça, c'est un cas plutôt simple, sympa, mais essayez de voir tout ce qu'il peut avoir. En fait, il y a plein d'API disponibles, il y a plein de données publiques, l'État met en place plein de choses. Essayez de commencer à vous intéresser à ça. Et vous allez voir que finalement, vous allez au quotidien de plus en plus apprécier travailler avec ces modèles de données. Voilà, c'était. Désolé, j'aime bien les petites apartés finales après le final. Parfait, merci.
Je vais reprendre la main sur le partage. Ouais. Et on va passer au deuxième cas d'usage qui sera plus rapide, je vous rassure. On ne va pas rester jusqu'à minuit. Hop. Donc, le deuxième cas d'usage, il va porter sur le Power BI Service. Et l'idée, c'est de vous montrer en quelques minutes comment on peut utiliser le Power BI Service pour tirer profit de vos rapports et en particulier des rapports VizNow. Alors, juste avant de rentrer dans le cas, déjà, si dans le public, il y a des personnes qui utilisent un petit peu ou même plus qu'un petit peu Power BI Service, n'hésitez pas à vous manifester. C'est toujours intéressant de savoir les pratiques de chacun. Un petit rappel rapide qu'on a l'habitude de faire. Power BI, en fait, c'est 3 briques. C'est l'amont, l'extraire les données avec Power Query. Donc, on va retravailler les données qui vont venir d'un FEC, d'un fichier Excel, comme l'a montré Benjamin, d'une base de données, etc. Deuxième étape, on est dans le Power BI Desktop, on va modéliser les données, on va créer des relations entre des tables de données, on va générer des visuels, calculer des mesures. Donc, c'est un petit peu la cuisine. Et dernière étape, c'est l'aval. Et là, on sort de la cuisine et on va dans la salle servir le plat. On va restituer les données avec le Power BI Service. Le Power BI Service, qu'est-ce que c'est? C'est le site Internet qui permet de mettre à disposition nos rapports. Et je vais vous le montrer normalement tout de suite. Voilà, il était là. L'idée, c'est qu'en fait, Microsoft a conçu Power BI donc en 3 temps. Et le Power BI Service, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va partager les documents. Le desktop n'a pas vocation à être utilisé par les destinataires de l'information financière. Donc, on n'est pas censé communiquer un PBIX à un client, d'autant qu'il aurait tout le travail de modélisation dedans. Le service, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'y accéder depuis tout navigateur web, depuis une application mobile Android iPhone. Donc, ça permet quand même un accès assez interactif pour le client. Et là, ce que j'ai envie de vous montrer dans les quelques minutes qui nous restent, c'est comment, sans être un concepteur de rapport Power BI, en mode vraiment consommateur, comment on peut utiliser le Power BI Service pour mettre en valeur votre rapport auprès d'un client, auprès d'un partenaire. Tout ce que je vais vous montrer, ça sera avec la version gratuite de Power BI Service. Je ne vais pas rentrer dans les options des abonnements payants. Et tout ce que je vais essayer de vous montrer sera dans une optique de créer un storytelling. L'idée étant que Power BI, c'est bien beau de faire des rapports, mais il faut leur donner du sens, il faut qu'ils répondent à des objectifs, qu'ils fassent passer des messages. Et en fait, dans un bon rapport Power BI qui est bien structuré, on va avoir une progression, on va avoir chaque page du rapport qui va avoir une conclusion, qui va nous dire voilà ce qu'il faut, voilà l'information et peut-être que ça va donner lieu à une décision derrière cette information. Donc, le storytelling permet de transmettre un message et en fait, le Power BI Service est un peu le support de ce message. Et ce que j'ai envie que vous reteniez ce soir, c'est que finalement, c'est les visuels qui vont délivrer un message. On délivre un message et on n'est pas là pour vendre du visuel, on n'est pas là pour vendre des graphiques. On est vraiment là pour donner de l'information décisionnelle. C'est ça la BI. Donc, le premier élément que je veux vous montrer, c'est sur le service, en fait. Donc là, je suis sur Chrome. Je vais le mettre en plein écran. On retrouve, en fait, l'interface qu'on a l'habitude de voir sur le desktop, avec le rapport au centre et les différentes pages, le sommaire sur la partie latérale. Alors, sur le desktop, les pages du rapport, enfin le sommaire apparaît de manière horizontale. C'est ça la différence. Donc, sur cette interface, je vais pouvoir changer de page en cliquant sur ce sommaire. Et ça s'affiche assez rapidement
C'est très fluide. Il n'y a pas tout le temps de chargement qu'on pourrait avoir lorsqu'on rafraîchit un rapport. Là, mon rapport est chargé et je passe d'une page à une autre. On a nos visuels comme d'habitude et on va pouvoir faire pas mal de choses, à savoir interagir avec le rapport. Et c'est ça que je vais vous montrer très rapidement. D'abord, il y a une option que j'aime bien, c'est le mode focus. Alors, c'est la petite icône, j'espère que vous la voyez, juste à côté des 3 petits points où il y a écrit mode focus. Quand je clique dessus, en fait, ça me zoome sur le visuel que j'ai sélectionné en enlevant les autres. Et ça permet de concentrer l'œil humain sur ce visuel et de ne pas être, entre guillemets, pollué par les autres visuels. Quand je suis sur ce type de visuel, là, on est sur une matrice, je peux déplier, donc les IMO incorporels, je peux déplier jusqu'à arriver à la granularité du niveau de compte. Donc ça, c'est aussi une option pour, dans une discussion, passer d'une explication en grande masse et aller un peu plus dans le détail et expliquer pourquoi tel chiffre ressort à tel montant. On va pouvoir, donc si je reviens sur le rapport, rajouter des commentaires. Et ça, vous avez l'habitude, donc c'est les 3 petits points ici, et je vais cliquer sur ajouter un commentaire. Vous avez l'habitude de le faire sur la plupart des outils Office. Sans surprise, Microsoft l'a intégré. Quand je clique sur ajouter un commentaire, je vais pouvoir ici mettre variation des actifs immobilisés, etc. Je vais pouvoir taguer quelqu'un. Donc là, je me tag moi et le publier. Et le fait de me taguer génère un envoi de mail, soit dit en passant. Donc ça, en travail collaboratif, ça va être assez intéressant de pouvoir se mettre des commentaires et de travailler à plusieurs dessus, ce qui n'est pas, à ma connaissance, prévu dans le desktop. On va pouvoir également descendre dans le niveau d'information. Par défaut, là, ce visuel, j'ai les différents postes du bilan à l'actif. Et si je clique sur la petite icône ici en forme de fourchette, il va me déplier tous les sous-comptes jusqu'au numéro de compte. Donc, ça peut être assez intéressant pour éviter de tout ouvrir à la main. On a également les infobulles. Quand je suis sur des graphiques en barre, par exemple, ici, j'ai la répartition de l'actif en pourcentage. Si je positionne ma souris, je vais avoir le montant en valeur absolue. Donc, ça va m'éviter d'aller dans 15 menus chercher l'information. Et les infobulles, on peut les personnaliser. Ce qui est intéressant aussi dans le service, c'est que je peux modifier le rapport en cliquant sur « Modifier » ici en haut à droite. Si je sélectionne par exemple ce visuel, je vais pouvoir lui dire « On va passer en graphique en courbe ». Alors, ce n'est pas très pertinent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse quand même du pouvoir sur le service de modification. On n'est pas que sur de la pure lecture. Et là, je n'ai pas codé. Si je ne connais rien à Power BI Desktop, je passe en mode modification et je m'amuse à tester les différents visuels pour voir s'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Donc, voilà un petit exemple. Je sors du mode, je reviens en mode lecture sans enregistrer. Je vais terminer, parce que l'heure tourne, sur les exports. Et ça me paraît très intéressant dans le desktop. On peut faire des exports de fichiers PDF. Donc là, je vais le lancer parce qu'il est assez long, vu qu'il y a beaucoup de pages sur ce rapport VizNow. Donc, c'est souvent quelque chose que les clients nous demandent. Est-ce que je pourrais avoir ce document en PDF? On peut le faire sur le desktop, on peut le faire ici. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer qu'on peut faire un export en image. Donc là, par exemple, ce graphique, si je mets la souris en haut à droite du graphique et que je vais sur la petite icône en forme de livre, copier en tant qu'image avec légende. Donc là, il est en train de générer la copie. Voilà, je clique sur copier et je vais ouvrir Word.
Et voilà, j'ai fait coller et je retrouve mon graphique. Alors, il est figé, hein, mais j'ai un lien vers le rapport Power BI. Donc, ça peut être pas mal si on veut insérer des graphiques dans des synthèses. Encore plus intéressant, j'ai des options d'export sous format Excel. Donc là, je peux faire exporter, analyser dans Excel. Alors ça, c'est une version payante, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Oula. Mais par contre, sur un graphique donné, dans les 3 petits points toujours, quand je clique sur exporter des données, je fais exporter. Donc, ça va s'ouvrir. Non. Ah voilà. Voilà. Donc je retrouve les chiffres qui ont servi à ce graphique sous Excel. Et ce qui est intéressant par rapport au Power BI Desktop, c'est que dans le desktop, on peut faire que de l'export CSV à ce stade. Là, on a un export Excel qui est propre. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple sur ce graphique-là, mais sur d'autres, ça va être beaucoup plus simple à exploiter. On peut s'amuser également à converser dans Teams, à mettre des commentaires qui peuvent être transmis à des collègues de travail. Alors, un peu de temps. Bon, je pense qu'on va passer. L'idée, vous l'avez comprise. Et puis, il y avait l'export PDF qui est toujours en train de se générer. Normalement, ça va un petit peu plus vite. Mais on va vraiment retrouver dans l'export PDF les différentes pages du rapport. Il y a même un truc assez sympa avec la version Power Service, c'est la partie sécurisation de la donnée et confidentialité. Après, pour moi, c'est une version plus payante parce qu'il faut un aspect collaboratif, mais on peut restreindre certains utilisateurs à une vision spécifique du rapport Power BI avec Power Service. Alors oui, ça, effectivement, c'est encore un autre aspect qu'il faudrait aborder un jour d'ailleurs. Exactement. Alors, je termine parce qu'il est déjà 19h35. Et un dernier, j'ai gardé peut-être le meilleur pour la fin. Exporter vers PowerPoint, ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement demandée, qui, jusqu'à un certain moment, était limitée aux versions pro. Et comme on va pouvoir le voir, cette fois-ci, elle est proposée en version gratuite. Et là, alors ça met un tout petit peu de temps à charger, mais alors si je retrouve ma souris. Ah, bon, alors manque de chance. Et historiquement, alors cette partie-là… Normalement, on est censé avoir le graphique ici. Alors, je ne sais pas, là, j'ai beaucoup de lenteur ce soir. Mais normalement, on est censé retrouver le graphique à l'identique et de manière dynamique. Donc, ce n'est pas figé, c'est-à-dire on peut cliquer dessus, activer des filtres, etc. Donc, extrêmement intéressant. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des cas pour l'utiliser. Et je termine très rapidement. Je voulais vous dire que donc, en fait, dans le Power BI Service, on a pas mal de fonctionnalités qui s'enrichissent de jour en jour. Et c'est vrai que en préparant cet atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de nouveautés que je n'avais pas forcément entendues. Donc, il faut rester à l'écoute et je pense qu'il y a une certaine complémentarité dans le desktop, dans le service par rapport au desktop et qu'on va avoir quelques fonctions intéressantes vraiment à utiliser. Donc, ne sous-estimons pas le Power BI Service. Même en version gratuite, comme on a pu le voir, on peut l'utiliser au quotidien pour faire des démonstrations et souvent, c'est quand même plus ergonomique de montrer en plein écran dans une page web ce rapport que dans le Power BI Desktop où vous allez avoir le ruban tout à droite qui va prendre de la place, qu'il va falloir enlever, qui ne va pas faire aussi professionnel que sur un affichage comme celui-ci. Voilà. Vous voulez dire un mot? J'ai une petite question.
Ouais. La partie PowerPoint, en fait, historiquement, le Power Service pouvait de manière gratuite faire l'export PowerPoint et de manière en fait dynamique. La problématique était lorsqu'on envoyait le fichier avec l'affichage dynamique, ça ne fonctionnait pas, vu que le correspondant n'avait pas accès à la base de données. Est-ce que c'est toujours le cas ou alors non? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, parce que Très, l'aspect très, dynamique, très c'est bonne question. J'avoue que j'ai même pas fait le test, mais là, en fait, je viens de comprendre les raisons du bug. C'est parce que je suis sur 2 tenants différents. Donc, j'ai perturbé l'outil. Mais en théorie, je pense que ce que tu dis, je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur du PowerPoint ait un abonnement au rapport, c'est parce que ça. sinon, ça poserait des problèmes de sécurité. Alors, historiquement, c'était comme ça. Bon, après, il y a toujours l'option tout de même de figer la donnée. Tout de même. Ouais. Et Et dès on l'instant perd. qu'on a figé la donnée, on peut l'exporter, on peut le transmettre à quelqu'un. C'est là la Ouais. limite en fait, de la version gratuite. Et c'est pour ça que Microsoft, en fait, il vous donne un petit applicatif, une petite sucette, et ils vous disent venez prendre la version payante. Et la version payante, c'est finalement, vous pouvez rendre disponible ce rapport partout à tout le monde, à qui vous voulez. Tout à fait. Voilà, alors j'ai essayé d'être assez rapide, mais on a un peu dépassé l'heure. S'il reste des questions, on est encore là pour quelques minutes. De rien. Bon. Toujours un plaisir d'échanger en tout cas. Ouais, merci à tous d'avoir participé. Merci Benjamin. Et on se retrouvera en 2025 pour le prochain club. C'était le dernier de 2024. On a à peu près un horizon pour le prochain Alors, club. pas encore, mais ça va être annoncé. Restez bien connectés sur les réseaux sociaux et puis ce sera communiqué par mail. Un grand merci à tous et très bonne soirée, très bonne fin d'année. Merci. À bientôt. Bonne fin d'année. Merci Olivier. Merci.